Bonsoir et donc bienvenue pour cette nouvelle séance de l'Université populaire du jeudi consacrée notamment au cinéma. Évidemment, je suis ravi puisque cette soirée est doublement consacrée à Romy Schneider et à Claude Sautet qu'on adore tous. Alors, on est évidemment ravis de vous retrouver ce soir, doublement ou triplement ravis puisque il ne vous a pas échappé que c'était une journée particulière avec beaucoup de grèves et qu'on a eu quelque inquiétude à accueillir nos deux invités qui viennent de Paris. Et donc, il n'y avait que 2 trains aujourd'hui entre Paris et Bordeaux, mais nous avions choisi un de ces 2 trains. Donc, ils sont bien là. Il a commencé à neiger hier, mais ça s'est arrêté à peu près aujourd'hui, donc tout va bien. Et puis, notre ami Jean-Pierre Lavoignat qui nous rejoint, ainsi que Lucie Carriès qui nous rejoint également. Donc Jean-Pierre Lavoignat a eu un petit accident ce matin, donc on a pensé qu'il ne serait pas là, mais malgré cet accident, il est avec nous, sain et sauf. Presque. Voilà, donc on est vraiment ravis de les accueillir, puisque comme nous, ce sont des amoureux de Romy Schneider, mais aussi de Claude Sautet. Et je vais d'abord les présenter, et ensuite je vais leur poser une petite question. Alors, Lucie Carriès, c'est presque une habituée du Jean Eustache et du Festival du film d'histoire, puisqu'elle est déjà venue à l'Unipop présenter son documentaire consacré à Lino Ventura. C'était il y a 2-3 ans. Elle est revenue pour participer au jury du Festival du film d'histoire. Elle a également tourné un film consacré à Trintignant. Elle vient de réaliser un film consacré à Annie Lennox qui sera demain soir sur Arte à 22h20. Et donc, elle est l'auteur du film que vous allez voir, Romy, femme libre. Jean-Pierre Lavoignat est journaliste, amoureux du cinéma, grand cinéphile. Il a été rédacteur en chef de Première. Il a cofondé Studio Magazine. Il a écrit beaucoup de livres de cinéma. Il a aussi participé à la réalisation de films de cinéma. Des documentaires, tout à fait. Et il est l'auteur d'un second livre sur Romy Schneider et Claude Sautet. Donc Romy Schneider, Claude Sautet, un coup de foudre créatif aux éditions La Martinière que vous signerez tout à l'heure à l'issue de la rencontre. Alors, une question pour vous deux. Il y a déjà eu beaucoup de films et beaucoup de livres sur Romy Schneider, sur Claude Sautet. Pourquoi un de plus, tout simplement? Alors, ça commence bien. Lucie, d'abord sur le documentaire. Et pourquoi pas? Non, parce que l'idée, ça a été de déplacer le regard, en fait, de montrer Romy et de la raconter autrement. Donc, on va regarder, puis on en discutera voilà. tout à l'heure. Moi, l'idée, c'est que des livres sur Romy, il y en a beaucoup. Des livres sur Claude Sautet, il y en a quelques-uns, pas tant que ça, mais quelques-uns. Mais il n'y a aucun livre sur les deux. Et ils ont fait 5 films magnifiques ensemble, 5 films que j'aime depuis toujours, et en plus avec une relation très forte, à la fois personnelle, artistique et tout ça, et l'idée était de raconter juste cette histoire-là. Ben, merci à tous les deux, Merci. Bonne projection et à tout à l'heure pour un échange. Merci. Alors j'ajoute pour commencer un tout petit mot à la présentation pour... Vous l'avez vu sur le générique, le film que vous venez de voir a été présenté à Cannes Classique, donc au Festival de Cannes. Et puis, concernant Jean-Pierre Lavoignat, j'ai omis de dire qu'il a été commissaire général d'une exposition consacrée à Romy Schneider qui s'est déroulée, qui a eu lieu donc à Boulogne-Billancourt, il y a déjà 10 ans. Voilà. Alors, peut-être une première question pour vous deux. Bien qu'on voit les images de César et Rosalie, ça fait 50 ans en fait. Voilà. Et ce qui est quand même impressionnant, et on le retrouve dans votre livre, dans plusieurs interviews, c'est cette capacité qu'ont les films avec Romy Schneider, pas tous ces films, mais quand même un nombre significatif de ces films, et puis en même temps les films de Claude Sautet, d'être indémodables en quelque sorte, de passer le temps. Et c'est quand même assez impressionnant de voir que finalement c'est des films qui repassent, et qu'on a toujours du plaisir à voir. Donc quel est le secret de Sautet, de Romy, comme ça, pour passer le temps? Passer le temps dans le bon sens du terme. Je pense qu'ils vieillissent avec nous, en fait, qu'on grandit en même temps que ces films, et donc on les regarde de là où on est, et c'est pour ça qu'on peut les revoir et les revoir et les revoir, parce qu'on les regarde pas de la même façon en fonction de où on en est dans notre vie. Mais c'est des films qui peuvent être vus
par des générations qui n'étaient Bien sûr. évidemment pas nées. Mais c'est des films très adultes en fait. Et donc c'est dans ce sens-là où je dis qu'ils mûrissent avec nous. C'est que quel que soit notre âge et quelle que soit notre génération, il y a forcément un endroit où ça nous parle, je pense. Oui, c'est ça, mais il y a aussi il y a d'abord l'impact de Romy, par exemple, pour les films de Sauté, et il y a aussi le fait que, au-delà du contexte, de l'environnement, Sauté, il parle des choses profondes, des blessures, des failles, de la difficulté d'aimer, de la complication des relations, des déceptions, des désillusions. Et ça, tout le monde en connaît, donc on s'y retrouve. Et moi, ce qui me frappe beaucoup dans les jeunes générations qui découvrent les films, par exemple, pendant le confinement, Netflix les avait mis sur la plateforme, et beaucoup de jeunes gens les ont découverts à cette occasion-là. Et ils sont frappés d'abord par ces espèces de mal d'aimer, de blessures, de bleu à l'âme, et en même temps, ils regardent ce film presque comme un film de science-fiction, d'une société qui n'existe plus, et qui les fascine, d'une société où on fumait tout le temps, où on pouvait conduire sans ceinture de sécurité, on n'avait pas besoin des codes pour aller voir ses amis. Enfin, il y a quelque chose qui, c'est sûr, a disparu, mais c'est comme si les jeunes gens avaient la nostalgie d'une époque qu'ils n'ont pas connue. Et en revanche, nous, en tout cas moi, ça me rappelle celle que j'ai connue, donc je les revois avec plaisir. Et comme le dit Lucie, justement, selon l'âge auxquels on les revoit pas de la même manière. Les choses qui me touchent aujourd'hui sont pas celles qui me touchaient quand j'ai découvert César et Rosalie ou Les choses de la vie. Ça, c'est sûr. Alors, vous connaissiez déjà évidemment bien chacun votre sujet. En travaillant et sur le film et sur le livre, est-ce que vous avez découvert des choses que vous ignoriez, soit sur Romy, soit sur Claude Sauté, soit sur les deux? Parce que moi, sur les deux un peu quand même, parce que Romy, je l'ai jamais, hélas, interviewé, mais j'ai lu beaucoup de choses. Et Sauté, en revanche, je l'ai bien connu, je l'ai beaucoup suivi, je l'ai interviewé. Mais en même temps, il y a des tas de détails qu'on ne sait pas, Enfin, moi qui, dans le livre, je raconte la genèse et l'histoire des 5 films qu'ils ont fait ensemble. Il y a des choses, soit que je savais pas, soit que j'avais oublié. Ce qui m'amusait, par exemple, juste sur César et Rosalie, j'avais totalement oublié que Patrick Devers y était allé de lui-même pour passer le casting, pour jouer le personnage que jouera finalement Bernard Lecoq, et que Sauté lui avait dit non, c'est pas tout à fait ça, t'as vu comment t'es habillé, et Devers dit moi la semaine d'après j'y suis revenu en costume, et Sauté lui a dit je suis désolé, c'est pas mieux, mais il avait l'œil, il lui avait dit mais je te promets, je te ferai tourner. Il l'a fait tourner, et pareil pour Depardieu. il n'a pas pris la première fois. Voilà. Et ça, c'est des détails. Franchement, je ne sais pas si je l'avais su. En tout cas, si je l'avais su, je l'avais oublié. Voilà, c'est des petits détails comme ça. Après, juste sur Romy, c'est ce qui m'a frappé justement en travaillant sur le livre, et on en parlait tout à l'heure avec Lucie, c'est à quel point dans les interviews, il y a très très peu de choses, et heureusement il y en a quelques-unes justement dans le film de Lucie et Clémentine, c'est qu'on lui parle jamais de son travail à Romy. On lui parle de son statut, de son histoire, de ses partenaires, du personnage du film, à quel point elle se retrouve dans le personnage du film, mais de son travail de comédienne, de comment elle travaille, comment elle aborde les personnages, qu'est-ce qu'elle attend du metteur en scène. Donc elle le dit un peu, qui se donne, mais et franchement, même les journalistes à l'époque lui posent pas la question, quoi. Et c'est ça qui m'a beaucoup surpris. C'est comme si avec elle, et en même temps c'est presque le plus beau des compliments, c'est comme si avec elle le jeu allait de soi. Oui, ça se voit pas. Et que elle jouait pas, quoi, elle l'était. Et donc on lui pose pas la question, quoi. Alors que, et Sauté le dit, c'est un vrai travail. Et l'interview que j'ai faite de Daniel Biasini pour le livre, il dit à la maison, elle le relisait, elle prenait des notes, elle soulignait des trucs, elle écrivait plein de trucs sur des bouts de papier, de questions qu'elle allait poser. Et Sauté dit, quand elle arrivait, elle connaissait tout le scénario, non seulement son rôle, mais le rôle des autres, et toutes les questions qu'elle posait étaient très pertinentes. Donc c'est ça que j'ai découvert en faisant le livre, en fait, que j'avais pas moi-même imaginé, justement. Oui, toute la dimension, vraiment le travail. Le travail même de l'actrice. Et encore une fois, c'est le plus beau des compliments,
de pas penser que c'est du travail. Voilà. Lucie? Moi, je n'ai fait qu'apprendre des choses, en fait. C'est-à-dire que c'est Clémentine de Roudil qui a eu l'idée du film. Clémentine était la commissaire de l'exposition qu'il y a eu à la Cinémathèque. Et un jour, elle me dit Romy, en fait, c'était une femme solaire, c'était une femme lumineuse. Et il faut en faire un film. Et je lui dis mais t'es sûre, Romy Schneider, une femme lumineuse? Et j'ai commencé à regarder les archives et à chaque fois je me disais mais elle a raison Clémentine en fait. Et donc j'avais l'impression qu'on avançait sur un fil en se disant mais ça va pas tenir, et en fait si ça tient, parce que c'est pas un postulat, c'est pas notre regard aujourd'hui en 2022-2023 un peu biaisé par la modernité et ce qui se passe actuellement. Non, elle était comme ça. Donc je n'ai fait qu'apprendre en fait. Moi, je suis ravi de vous entendre dire ça, parce que un des moteurs du livre, c'était, en dehors de l'affection que j'ai pour l'un, pour l'autre, et de l'admiration, et des films, tout ça, c'était de montrer une Romy Schneider lumineuse, talentueuse, parce que, très franchement, moi, depuis 6 ou 7 ans, je n'en peux plus des documentaires, des livres qu'il y a sur Romy Schneider, où on ne parle que des drames, que des failles, que des zones d'ombre, que de sa mère et des nazis, comme si une personne pouvait se résumer à ça, et surtout pas elle, et surtout pas cette actrice-là. Alors, tout à l'heure, on parlait du côté indémodable de ces films, enfin de leurs films. Et il y a évidemment un aspect des rôles de Romy Schneider qui résonne aujourd'hui, c'est le rapport des hommes et des femmes. Hein, on en parle beaucoup dans votre livre, mais aussi dans le film. Et donc, le film s'ouvre avec César et Rosalie. Enfin, il y a aussi les choses de la vie, mais César et Rosalie est tout de suite très présent. Donc, cette femme qui assume le fait de ne pas choisir entre 2 hommes. Et Sauté déclare notamment qu'il l'a choisie pour ce rôle parce qu'elle est capable de déstabiliser l'homme le plus macho, en l'occurrence le personnage de César, joué par Yves Montand. Mais dans les déclarations qu'elle fait, les choses ne sont pas si simples. Son rapport à l'émancipation n'est pas, j'ai envie de dire, unidirectionnel, presque au contraire. Donc, comment vous percevez ce rapport en fait, qui est assez typique des années 70? C'est ce qui est vraiment expliqué et montré dans le film. C'est-à-dire l'interview incroyable où elle dit ça, elle dit exactement le contraire de ce qu'elle est et de ce qu'elle a fait. Et de ce qu'elle joue. Et de ce qu'elle joue, et des personnages qu'elle joue, notamment chez Sauté. Elle dit exactement le contraire. Elle a pris sa vie en main à 18 ans en décidant de quitter l'Allemagne, sa mère, l'argent, tout. Après, elle s'est assumée, elle a tout assumé financièrement. Elle a vécu comme un homme. C'est elle qui paye. Comme un homme à l'époque, en tout cas. Et en fait, elle est féministe malgré elle. Enfin, pas malgré elle, à son corps défendant. C'est-à-dire c'est ce qui est très joliment dit dans le film. C'est un truc individuel, elle n'est pas forcément pour les luttes collectives, tout ça. Mais elle, et c'est en ça qu'elle a servi de modèle. Presque malgré elle, c'est de montrer l'indépendance qu'elle avait, à la fois d'assumer les liaisons qu'elle avait, de vouloir disposer de son corps et poser nue. On ne se rend pas bien compte aujourd'hui, mais quand elle fait une histoire simple, la loi Veil, elle date de 3 ans avant. Il y a eu quelques films sur l'avortement, il y a eu les films d'Agnès Varda, mais qui étaient plutôt des films militants. Là, un film fait par le metteur en scène le plus populaire de l'époque, avec la star, l'une des plus populaires de l'époque, qui commence par une demande d'avortement, c'est un truc incroyable de liberté, d'indépendance, et puis d'affirmation, justement, de cette liberté des femmes. Sachant que vous dites bien dans le livre que ah oui, non, mais qu'elle est à l'initiative du film. Oui. C'est important de le dire. Sauf qu'elle est juste une petite anecdote. Après, il faudra laisser parler Lucie quand même sur ce sujet-là. Bien sûr. Mais c'est Sauté lui avait dit sur les choses de la vie, je ferai un film pour tes 40 ans. Donc elle avait 30 ans au moment des choses de la vie, 10 ans après. Et elle voit Vincent François Pell et les autres qu'elle a mis du temps à aller voir parce qu'elle n'était pas dedans. Donc elle finit par y aller et après elle dit à Sauté, il y en a marre de tes histoires de bonhomme, il faut faire une histoire de femme. Moi je veux un film pour moi. Donc ils se mettent à écrire avec Dabadi. Très vite,
Ils se disent que, comme dit Depardieu, on ne change pas les rayures du zèbre. Donc ils font tout d'un coup un film un peu choral où des femmes apparaissent, tout ça. Et ils font lire un scénario pas tout à fait terminé à Romy Schneider, qui les invite à dîner chez elle le soir. Et Dabadi le raconte dans un livre que je vous conseille, que j'ai cité un peu dans le mien. Et Dabadi dit, on est arrivé, elle avait l'œil assez vif. Et tout de suite, les hostilités commencent en disant bon, vous n'êtes pas beaucoup foulés, hein, parce que c'est un peu la décalcomanie de Vincent-François Paul et les autres. Moi, j'avais demandé un film pour moi, j'avais pas demandé un film pour Jacqueline, Josette et les autres. Hein. Donc ça se passe assez mal ce jour-là. Après, tout rentre dans l'ordre. Dabadi raconte qu'il lui a fait lire le même scénario quelques temps après, qu'elle a dit c'est formidable, merci de m'avoir écouté. Mais ils ont le même agent, tout, puis c'est la vie, hein, sauter, voilà. Et effectivement, c'est elle qui a l'initiative de ça. Et elle aura du mal quand même, justement, avec ce truc collectif. Et puis, une fois qu'elle est dedans, elle est dedans. Et en plus, Sauté, il la connaît très bien. Le casting autour, c'est un casting. Elle a très rarement partagé l'affiche avec d'autres actrices. Avec des acteurs, oui, mais avec d'autres actrices de son statut, quasiment jamais. Et donc là non plus, il prend des actrices très douées, mais qui viennent pas forcément du cinéma, qui viennent du théâtre, qui viennent du café-théâtre, qui viennent presque du music-hall avec Sophie Daumier. Donc elle sent qu'elle règne quand même sur tout ça, et elle sera magnifique. Et au César, qui sera son deuxième César de la meilleure actrice française, ce qui est, comme le dit Biasini, c'est la plus belle récompense dont elle pouvait rêver d'être sacrée meilleure actrice française. Elle remerciera Sauté et Dabadi, histoire de se faire pardonner le premier dîner un peu orageux. Lucie, pardon. Lucie, même question donc sur le rapport à l'émancipation. Voilà, cette ambivalence quand même entre ces rôles et puis finalement ce qu'elle peut dire, notamment dans l'entretien que tu as choisi d'intégrer. En fait, je ne suis pas sûre que ce soit une ambivalence, en fait. C'est sa cohérence à elle. C'est vraiment, comme on le dit dans le film, un électron libre. Donc elle veut juste pas être récupérée à un moment charnière, le milieu des années 70, où il fallait forcément se positionner. Elle ne veut pas que ses actes soient récupérés, simplement. Mais pour elle, c'est très clair que elle, il n'est pas envisageable qu'elle ne travaille pas. Elle a toujours travaillé. Et je pense qu'une histoire simple, elle comprend très vite, et c'est pour ça qu'elle le précise dans le film, à un moment donné, où elle dit « c'est devenu un film sur les femmes ». Elle comprend à quel point ce film est utile et nécessaire, en fait. Et elle signe quand même le manifeste pour la libéralisation de l'avortement en Allemagne, juste après le manifeste qu'il y a eu en France, sauf qu'en Allemagne, elle risque d'aller en prison. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un procureur, tout ça, et tout d'un coup, ils s'aperçoivent comme des centaines ou des milliers de femmes ont écrit pour dire qu'elle-même s'était fait avorter. Du coup, ils se disent qu'ils ne vont pas juste emprisonner Romy Schneider, donc ils arrêtent. Mais il y a un vrai risque. En France, ouais. Il y a un vrai risque. Elle le fait pas. C'est pas anodin, quoi, quand même. Parce que pour Stern, contrairement à ce qui s'est passé en France, c'est une des seules personnes connues, en fait, qui signe, une des seules femmes connues. Oui. Et donc il y a un procureur qui... Mais compliqué d'emprisonner Sissi impératrice, quand même. Oui. A priori. Oui, ils lui en veulent beaucoup à cause de Sissi. Hein. C'est ce qu'on dit et ce qui est redit dans le film, c'est qu'elle quitte une espèce de... C'est un monument national quand elle s'en va. Et en plus, pour un Français, la guerre est pas si loin, hein, quand même. On est en 58, ça fait une douzaine d'années, 13 ans. La guerre est pas si loin, donc il y a presque une double trahison. Et quand, après, c'est redit dans le film très bien, quand après elle brise le ménage de Harry Meyen, qui est marié avec une actrice, qui fait du théâtre, qui est très respectée, tout ça, à nouveau, elle est prise à partie. Elle aura toujours des rapports compliqués avec l'Allemagne. Et en fait, il n'y a quasiment qu'en France qu'elle a le sentiment de s'accomplir artistiquement. Et c'est ce qui deviendra son pays, quoi. Alors, dans votre livre, Jean-Pierre Lavoignat, vous avez sous-titré un coup de foudre créatif. Et en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que en fait, votre livre, le point central, c'est Romy Schneider
et Claude Sautet, mais en fait il y a une espèce de galaxie de talents invraisemblables. Peut-être c'est bien d'en parler un petit peu, parce que en 1h30, Lucie, vous n'avez pas forcément, évidemment... Non, puis son tout sujet, évoqué. c'était Romy Schneider. Le sujet, c'était Romy Schneider. Mais c'est quand même impressionnant, bon, bien sûr, de revoir Yves Montand, Samy Frey, Michel Piccoli, etc. Mais il y a aussi, dans votre livre, Philippe Sard, Jean-Loup Dabadi... Non, mais Et Alain Sard, enfin voilà, et vous parlez non pas d'un coup de foudre justement, mais de coups de foudre. C'est-à-dire, voilà, il y a aussi un coup de foudre avec le scénariste, Ah non, mais avec les autres acteurs qu'on voit à l'écran. Les choses de la vie, c'est un film incroyable parce que c'est la rencontre de Claude Sautet et Romy Schneider. C'est la rencontre de Claude Sautet, enfin la vraie rencontre de Claude Sautet et Jean-Loup Dabadi. Ils écriront quasiment, jusqu'à Garçon, ils écriront tous les films ensemble, sauf un qu'il écrira tout seul avec Claude Néron. C'est la rencontre avec Philippe Sard, qui fera la musique de tous ses films. C'est la rencontre avec sa script, avec sa monteuse, avec son chef opérateur qui en fera la plupart. C'est la naissance d'un... Et Piccoli, bien sûr, pardon. C'est la naissance d'un groupe incroyable d'artistes. Mais c'est historique, quoi. C'est presque unique dans l'histoire du cinéma à ce point-là. Et en même temps, ils n'en font pas des caisses, mais ça avance. Et c'est sûr que sans Dabadi, sans Sard, les films de Sautet ne seraient pas les mêmes. C'est sûr. Alors, ce qui est impressionnant aussi, c'est dit dans le film, bien sûr, mais c'est aussi dit dans le livre. Ah bon, on a forcément dit les mêmes choses. Oui. Mais non, donné. mais par rapport au cinéma d'aujourd'hui, par rapport à notre époque, par rapport à... Voilà, au cinéma d'aujourd'hui aussi, c'est la précocité et la maturité de toutes ces personnes. Donc je cite simplement quand même Philippe Sard à 20 ans, quand il fait la musique des choses de la vie. 20 ans. Alain Sard... Lui, il dit même aujourd'hui qu'il avait 18 ou 19. Ouais, d'accord. Donc 20 ans, voilà, c'est une musique qu'on écoute 50 ans après. Voilà, ça laisse songeur. Donc Romy Schneider n'a pas 20 ans quand elle décide de mener sa propre vie. Et quelle vie. Et puis on pourrait continuer. Le frère de Philippe Sard, Alain Sard, à 25 ans quand il produit le premier film avec Claude Sautet. Donc voilà. C'est c'est les rencontres magiques. Ça correspond quand même à une époque où il y a une maturité qui est quand même oui, très... ça peut exister aujourd'hui encore quand même. Il y a des jeunes réalisateurs qui travaillent. Et compositeurs à 20 ans d'un succès Ça, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas, mais je me dis que ça peut exister. Ce qui est fort, c'est l'espèce de conjonction des planètes, quoi. C'est que tout d'un coup, tous ces gens-là se retrouvent et travaillent ensemble et pour longtemps. Ça, c'est, à mon avis, ça c'est plus compliqué aujourd'hui, mais juste parce que ça demande une sorte de signe du destin ou du hasard, voilà. Mais c'est pour ça que j'ai essayé de raconter aussi la rencontre comme une rencontre amoureuse, c'est-à-dire parce que c'est de l'ordre de l'évidence, et je pense que cette évidence pouvait s'élargir au reste de la troupe, en fait, ce qui est devenu une espèce de troupe autour de Sautet. Bien sûr. Alors, il y a quelque chose qui est troublant, qui a déjà été évoqué dans d'autres documentaires, dans d'autres livres, c'est que vous insistez tous les deux, à raison évidemment, sur l'entente, la symbiose entre Romy Schneider et Claude Sautet. Et en fait, quand on lit le livre et quand on écoute aussi le film, en fait, on a l'impression qu'ils s'engueulent tout le temps. Pas tout le temps. Mais quand même, que Claude Sautet n'arrête pas de piquer des colères. Oui, mais Claude Sautet, il piquait des colères sans Romy. Hein. Oui. Et puis moi, je l'ai vu devenir sur des tournages tout rouges. Donc c'est pas une légende, c'est... Ah non, c'est pas une légende du tout. Et elle, comme c'est très bien montré, elle a un tempérament fort et elle se laisse pas marcher sur les pieds. Donc il s'engueule. Après, elle lui envoie des petits mots en disant tu m'as pas assez regardé à cette scène-là. Voilà. Mais c'est ce que dit lui-même. L'expression un coup de foudre créatif vient de lui. Il dit quand on s'est rencontrés, notre rencontre nous a illuminés tous les deux. C'était un coup de foudre créatif qui se transformait assez souvent en coup de gueule tonitruant. Donc il a su. Alors après, lui, il dit qu'ils en riaient ensemble. Donc on peut le croire et l'espérer. Ça, on ne sait pas. Mais en fait, cette passion, elle rejaillit sur l'écran. Et on en bénéficie encore aujourd'hui, pour revenir sur ce qu'on disait au début, en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui les unit en dehors de
d'un truc indicible, de la magie des rencontres, Ouais. c'est qu'ils ont tous les deux la même exigence artistique, la même volonté d'aller au bout de leur travail artistique, et et lui dira, son exigence m'a rendu encore plus exigeant que je ne l'étais. Et donc leur discussion, elle est vraiment de ce niveau-là. Et c'est aussi pour ça que ça fonctionne bien entre eux. C'est ce qu'elle dit quand elle parle de Visconti. Il est le premier qui lui a donné à ses propres yeux, à elle, sa légitimité d'actrice. Et quand elle tombe sur Sauté, elle sort d'une période, on l'a vu, un peu quand même hasardeuse. Elle a un peu arrêté. Elle n'est pas très contente de son expérience américaine. Et tout d'un coup, elle tombe sur quelqu'un qui immédiatement lui fait confiance, immédiatement lui confie un vrai rôle avec des choses magnifiques à interpréter. Et elle est tout de suite, elle se sent reconnue comme artiste. Et voilà. Oui, alors dans sa filmographie finalement, parce qu'on se souvient bien de tous les films avec Claude Sautet, on voit dans votre film finalement les principales étapes de sa filmographie. Et il y a un moment, en revoyant le film là sur l'écran, qui est assez étonnant, c'est quand elle reçoit le César de la meilleure actrice pour L'important c'est d'aimer, et elle ne remercie pas Zulawski, mais Luchino Visconti. Je trouve ça assez extraordinaire. Mais quand même. Il faut dire que Visconti vient de mourir. Non, mais j'entends. Mais c'est pour l'important c'est d'aimer qu'elle reçoit le film. Et donc, quand même, on sait que les relations... Ah non, mais les rapports ont été épouvantables. Voilà, c'est ça. C'est pas épouvantable, je sais pas comment on peut... C'est que Zulawski, c'est un manipulateur. Donc, ce qu'il aime, c'est semer le désordre, c'est pousser les gens au-delà de leurs limites pour arracher des lambeaux de vérité, pour arracher des moments de vie. Et donc, il l'a poussé à bout. En plus, le rôle est quand même difficile. Et les rapports sont très, très compliqués. Voilà. Mais donc, quand même, quand on revoit la filmographie, finalement, même si elle cite Orson Welles, elle cite Visconti, c'est quand même exclusivement avec Claude Sautet qu'elle a une aventure au long cours dans la relation. Oui. Hein, oui, puis je pense que sans les 5 films, en tout cas les 3 premiers qu'ils ont fait ensemble, la deuxième partie de sa carrière n'aurait pas été celle qu'elle est. En fait, s'il n'y avait pas eu Sauté à ce moment-là, on garderait l'image, enfin on n'en sait rien, on ne peut pas réécrire l'histoire, mais ce qui fait que Romy Schneider est Romy Schneider aujourd'hui encore, c'est en grande partie dû au film de Sauté et à la deuxième carrière magnifique qu'il lui ouvre, parce que la deuxième carrière est 1000 fois plus belle que la première. Alors, dans les choses qui sont dites dans votre livre et qu'on voit très très bien dans le film, ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, si on prend les choses de la vie par exemple, et c'est le début du film, hein, c'est qu'il y a beaucoup de plans, beaucoup de scènes qui sont d'une simplicité incroyable. C'est-à-dire, c'est un couple qui fait du vélo, elle qui mange une pomme, elle tape à la machine. Enfin voilà, c'est-à-dire que si on met ça dans un scénario, on va dire il ne se passe pas grand-chose. Et voilà. Et en fait, c'est des images qu'on regarde 50 ans après, et en quelques secondes... Mais parce que Sauté, c'est les regarder, c'est les filmer, qu'il y a la musique de Philippe Sard, qu'il y a 2 acteurs magnifiques, et qu'il touche un point essentiel, quoi. C'est qu'on est familier avec eux tout de suite, on est touché par ce qu'ils dégagent. Et voilà, mais tout ça est aussi entouré, alors ces scènes-là bien sûr, mais après il y a le sens des dialogues, tout ça de Dabadi, où on a l'impression que c'est des dialogues quotidiens, mais franchement des gens qui parlent comme Dabadi, il n'y en a pas. Hein. Ne serait-ce que Nous sommes septembre, je ne sais pas si vous l'aviez déjà dit avant, moi non, mais dans les films il y a ça aussi, et puis il y a ce côté, par exemple la scène qu'on voit, l'argent dans Max et les Ferrailleurs, c'est incroyable cette scène. Et pourtant, c'est rien non plus. C'est des mots presque banals, mais c'est la manière à la fois de les écrire, et Sauté disait, c'est la manière de Romy de les dire. C'est-à-dire que la voix qu'elle a, qui est une voix assez particulière quand même, avec cet accent qui n'est pas tout à fait reconnaissable, on ne sait pas bien, il pourrait être italien, il y a quelque chose qui fait que les mots, Sauté, en tout cas c'est ce que disait Sauté, avec elle, les mots prennent un sens qu'on n'avait pas forcément vu sur le papier.
Avec elle et avec eux. Parce Avec que, eux, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Je te regarde. Et pourtant, c'est magnifique. Voilà. La manière qu'il a de le dire, je te regarde, et la scène qui n'est pas un film de sauter, qui est la scène du vieux fusil, du coup de foudre avec Noiret, qu'a écrit de sauter. Oui, alors ça c'est important de le dire. Pascal C'est Claude Jardin... Sautet qui écrit la scène d'un film qui n'est pas de lui. Oui, mais ça c'était ça. Truffaut disait que c'était un très bon ressembleur de scénario. C'est-à-dire quand il a arrêté de faire de la mise en scène après ses 2 premiers films, il a beaucoup travaillé sur les scénarios des autres. Ce qui est amusant pour la petite histoire avec le recul, c'est qu'on ne le sait pas toujours, il est quasiment jamais crédité, et il y a un livre qui a été fait par Michel Bouju qui essaie de le faire parler de ça, il ne lui en parle pas. Et Thierry Frémaux, le patron du Festival de Cannes et le patron de l'Institut Lumière à Lyon, un jour dit à Sautet, mais c'est pas possible, il faut qu'on sache quel film... Et Sautet dit, c'est pas possible, le fisc, Coco, le fisc. C'est qu'en fait, il les faisait au black. Donc on peut pas... Mais il en a écrit beaucoup qui revendiquent. Oui, et donc le vieux fusil, Robert Enrico et Pascal Jardin, ils n'étaient pas contents de leur scénario, ils font lire à Sautet, à la demande aussi de Romy, et du coup, il enrichit énormément le personnage féminin que va jouer Romy, et il écrit cette magnifique scène qui est pour moi un des plus beaux coups de foudre de l'histoire du cinéma. Et j'en reviens à mon point de départ, pardon de ces digressions, c'est la manière qu'a Noiret de lui dire « je vous aime » et qu'elle lui dit « vous êtes fou » qui fait juste « non ». C'est magnifique. Quand on le lit, c'est rien. Mais incarné par eux, ça prend une dimension romanesque et humaine magnifique. Et alors, Lucie, donc j'imagine vous avez dû revoir les films de Mais elle a de la chance, elle, parce qu'elle peut montrer des extraits. Et voilà. Moi, je peux juste citer des dialogues. Et donc, au bout du compte, on revoit tous ces films et on en revient toujours à Sautet, forcément. Forcément. Ouais. Là aussi, c'est comme une évidence, en fait. Même s'il y a des films qui surgissent, par exemple La Voleuse, c'est superbe, La Voleuse. Vraiment, je vous le conseille si vous pouvez le voir. Il existe en DVD. C'est magnifique. Le film d'Alain Cavalier, Le combat dans l'île, qui est son premier film. En français. Ouais. Et le premier film de Cavalier. De Cavalier. Pardon, je suis trop bavard. Non, en fait, c'est des jalons qui font qu'on arrive aussi à Sauter. Parce qu'effectivement, il y a Wells. Le procès. Il y a le procès. Il y a évidemment Visconti. Mais voilà, c'est un aboutissement qui fait qu'on arrive à Sauter avec elle. Et ce qu'on a essayé de faire dans le film, c'est aussi pour la sortir de ce déterminisme dans lequel elle est engluée aujourd'hui, du drame, c'est d'être dans sa temporalité. Et donc, on a essayé de laisser se déployer les extraits, de laisser s'installer son jeu, justement. Et c'est pour ça qu'à un moment, je dis, ça y est, elle est là. Enfin, Swan Arlo dit, ça y est, elle est là. Et donc, après, un homme l'attend. C'est un trajet de vie, en fait. Alors, moi, j'adore dans le... Pardon. Voilà, la rencontre. La rencontre, c'est un truc du destin magnifique. Il cherche Hélène, il ne trouve pas. Plusieurs personnes lui parlent de Romy Schneider. Il dit si. Et il lui avouera après qu'il ne les a pas vues. Mais il dit, donc plusieurs lui en parlent. Et celui qui en parle le plus, c'est Jacques Deray, avec lequel il est en train d'écrire la première mouture de Borsalino. Et Jacques Deray vient de finir La piscine. Et il lui dit, mais viens, elle vient doubler le film en anglais et en allemand, puisqu'elle doublait elle-même les films en anglais et en allemand. Viens, tu la verras. Et donc, ce que raconte Sautet, il voit 2 femmes arriver, il y en a une qui le frappe et tout ça. Et il demande qui c'est, on lui dit Romy Schneider. Et il dit, j'étais venu pour elle, je ne l'ai pas reconnue. Et avant même de savoir qui elle était, j'avais envie de tourner avec elle. Ce qui est, ben oui, c'est la force de l'évidence. Ouais, si c'est pas le destin, ça c'est quoi? Alors, quand on lit votre livre, mais aussi évidemment quand on regarde le film, on va les vendre ensemble. Oui, c'est ça. Ben oui. Non, mais j'essaye de poser des questions auxquelles vous pouvez répondre tous les deux, évidemment. Oui, mais... Et il y a quand même justement ce commentaire en quelque sorte qui revient toujours sur l'acte de création. Comment
à un moment donné, justement, ces rencontres un peu exceptionnelles. Il y en a d'autres dans l'histoire du cinéma. Hein. Bien sûr. On pense à Isabelle Huppert avec Claude Chabrol, par exemple. Hein. Deneuve avec Téchiné. Voilà. Non, mais il y en a. Il y en a, exactement. Mais quand on lit vraiment toutes les interviews et leur histoire, c'est un peu en porte-à-faux finalement avec la notion très française de cinéma d'auteur. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'auteur, c'est pas Claude Sautet tout seul. Non, mais c'est peut-être et vous glissez quand même dans votre livre le fait qu'à plusieurs reprises, finalement, Claude Sautet est un peu snobé par une partie de la critique. Et quand je dis un peu, c'est pendant pas mal de temps. Oui, mais... Donc c'est peut-être bien quand même de revenir là-dessus, parce que là, justement, vous avez fait un livre qui est à la fois sur une actrice et un metteur en scène, ce qu'en général on ne fait pas. On fait soit une actrice, soit un metteur en scène. Et c'est intéressant, justement, cette alchimie, parce que on vient de le dire, c'est quand même quand ils sont tous les deux qui font leur meilleur film. Enfin, même s'il y a aussi Vincent François Paul et les autres, il y a aussi des très bons films avec Romy Schneider tournés par d'autres réalisateurs. Mais quand même, l'essentiel... En tout cas, c'est à leurs 3 premiers films communs qui doivent tous les deux leur succès populaire. Voilà, c'est ça. Et qu'ils acquièrent ce statut à la fois pour lui de cinéaste populaire et parmi le plus aimé des Français, et elle à peu près pareil. Elle est dans le peloton de tête des stars préférées à l'époque avec Annie Girardot, Marlène Jobert, Catherine Deneuve. Voilà. Mais c'est sûr que la théorie des auteurs, elle a été même déjà... ceux qui l'ont lancé, Truffaut, Godard, tout ça, ils disaient non, mais d'accord, Hitchcock, il écrit pas ses films, mais c'est pas grave. On le reconnaît, lui. Donc Sautet, je pense que ce qui lui a porté tort, c'est à la fois l'étroitesse d'esprit d'une certaine partie de la critique, pas toute, hein, parce qu'il a quand même eu les 3/4 des critiques populaires, tout ça. Mais il n'avait pas les héritiers de la nouvelle vague, il n'avait pas les cahiers du cinéma, comme il n'aura pas plus tard Libération, les Inrocks qui changeront un peu d'avis, mais Libération, tout ça, ils sont vraiment dans le même... Parce que les personnages qu'il met en scène sont des architectes, des médecins, des bourgeois, et que on le trouve pas assez révolté sans doute pour l'époque, hein, mai 68 est pas très loin, et qu'on dit ah oui, c'est le cinéaste des années Pompidou et Giscard, et on lui colle cette étiquette très vite qui mettra très longtemps à décoller. Et en même temps, quand on regarde ces films, il y a toujours quand même une sorte de conscience de gauche. Il y a toujours un brassage des classes sociales. La crise n'est jamais très loin. Les menaces de faillite, les menaces de... je sais plus qui... c'est Alain Rioux qui disait il montre les 30 glorieuses, mais où on sent déjà la menace de la crise. Et effectivement. Mais il a été catalogué très vite, juste là-dessus, sans voir que finalement, on s'en fout qu'il soit médecin ou architecte. Ce qui est important, c'est les doutes qu'ils ont, les failles, le mal d'aimer, les blessures. Voilà, c'est comment essayer de réussir sa vie et ses amitiés et ses amours. Lucie, sur cette question du rapport à la notion d'auteur, est-ce qu'on peut dire finalement, enfin j'imagine que oui, mais que Romy Schneider a été une actrice qui s'est peut-être encore un peu plus impliquée que d'autres dans l'initiation, dans la création du personnage, etc. Que d'autres, je ne sais pas. Je pense qu'elles le font. Là, quand même, le film s'ouvre sur le fait que Rosalie, c'est elle. Et c'est quand même un leitmotiv qui revient dans le documentaire, qui revient dans votre film. C'est-à-dire qu'il y a toujours une ressemblance entre ces personnages et les moments de la vie, les moments de sa vie à elle. Il y a toujours un écho. Oui, mais ça, je crois Alors on peut le dire que ça existe pour d'autres actrices, bien sûr, mais quand même... Et acteurs, bien sûr, mais quand même, il y a quand même... Et Claude Sautet le dit lui-même, c'est-à-dire qu'il s'inspire. À partir du moment où il sait que c'est Romy Schneider qui va jouer le rôle, finalement, il écrit pour elle. Mais je pense qu'on peut dire que les comédiennes et les comédiens sont des auteurs. Bien sûr. Dans ce sens-là, c'est-à-dire par leur choix même. On parlait de la théorie des auteurs tout à l'heure. Là, en ce moment, il y a une nouvelle école depuis quelques années qui est justement
et un peu par les mêmes que ceux qui ont fait, enfin les héritiers de ceux qui ont fait la théorie des auteurs, qui est justement de donner aux acteurs un rôle vraiment créatif, que ce soit de Niro, de Depardieu, de Deneuve et Romy Schneider, c'est exactement ça. C'est-à-dire que leur participation au film, c'est pas juste je fais ce qu'on me demande. Il y a une discussion sur le scénario et puis la manière dont leur seule présence fait que le film n'est pas le même que si c'était quelqu'un d'autre. Et puis parfois, c'est un personnage entier. Là, j'ai fait un film sur Louis de Funès qui a été rediffusé la semaine dernière. Louis de Funès, c'est l'auteur du personnage qu'il a créé. Bien sûr. Tout à fait. Façon, oui, qui se c'est un cas décline. d'école. Oui, et donc parfois on peut se dire Deneuve, elle joue toujours le même rôle, même si c'est pas vrai depuis une dizaine d'années. Pas vrai. Mais il y a eu un moment où elle était un petit peu, voilà. Et on peut se dire qu'elle est l'auteur de Catherine Deneuve. Oui, bien sûr. Tu vois, bien c'est dans sûr. ce sens-là où je dis qu'ils sont auteurs tous. Ce qui est beau et magique dans la rencontre Sauté et Romy Schneider, c'est qu'en fait, en dehors d'une histoire simple, aucun film n'était écrit pour elle. Oui. C'est-à-dire que les choses de la vie, c'était pas pour elle. Max et les ferrailleurs, c'était pour Marlène Jobert. Et puis elle lui dit c'est quoi le film que tu vas faire? Il n'y a pas un rôle pour moi? Elle lui dit non, juste une petite prostituée. Et elle dit c'est pour moi. Et puis César Rosalie, c'était pas pour elle. Mado, même coup que Max et les ferrailleurs, elle a juste 2 scènes, hein. Magnifique. Et elle lui dit c'est quoi voilà, donc histoire d'une faillite et tout. Il y a pas non, il y a un personnage auquel j'ai vachement pensé, mais qui est une femme qui s'est laissée aller avec l'alcool, les médicaments. Et elle dit ah mais c'est pour moi, ça je le connais. Voilà. Et il lui écrit ces 2 scènes magnifiques. Mais il n'y a que vraiment une histoire simple qu'il écrit pour elle. Donc c'est ça, qui est assez beau dans leur histoire. Et il n'y a pas un film d'ailleurs où il arrive et elle lui dit je sais que Mademoiselle Deneuve a refusé. C'est César et Rosalie. Parce que César et Rosalie, au départ, c'est pour Deneuve qui dit oui, ils se voient. Et puis après, les rapports s'espacent un peu. Il se trouve que l'agent de Deneuve à l'époque, qui est une Italienne, s'entend pas avec Michel de Broca, la productrice du film, donc elle fait rien pour. Et Sauté dire à lui-même, il y a des moments où on se dit pourvu qu'elle refuse. Voilà, c'est parce que Romy Schneider est dans sa tête et que tout d'un coup il est bien content que. Et il dit lui-même. Une fois qu'il est sûr que Deneuve le fera pas et qu'il est un peu soulagé, il envoie un télégramme à Romy Schneider qui tourne l'assassinat de Trotsky avec Delon, ça sera leur dernier film ensemble au Mexique, pour lui proposer le rôle. Et elle répond oui, bien sûr, je sais que Mademoiselle Deneuve l'a refusé. Voilà. Et fort heureusement, c'est Romy Schneider qui tourne le film. Mais Fellini disait les films se font comme ils doivent se faire. Si le décor brûle, c'est que le film n'aimait pas le décor. Si l'acteur meurt, c'est que le film n'aimait pas l'acteur. Voilà. Il avait dit ça juste au moment de la Cité des femmes, où effectivement un des décors avait brûlé et un des acteurs était mort d'une crise cardiaque. C'est voilà. QFD. Alors, il est temps de passer la parole à la salle et aux autres salles. J'imagine que voilà, le numéro s'affiche. Donc, question à Lucie Carriès ou à Jean-Pierre Lavoignat. Alors, sachant que j'ai déjà une question, mais c'est une question que je ne vais pas transmettre, tout simplement parce que là, je vous fais rentrer un peu dans les coulisses du fonctionnement d'Unipop de ville en ville. Il y a certains débats qui sont retransmis en différé. Et donc, en ce moment, il y a un débat dans une salle sur le Caravage, et je reçois les questions du Caravage. Et donc, je ne vais pas les poser. On peut répondre, on est voilà. On peut parler d'Isabelle Huppert, voilà, qui joue un de ses premiers rôles dans César et Rosalie, qui joue la petite sœur de Romy Schneider. Et elle raconte d'ailleurs qu'un jour, Sauté lui parle très mal, puisqu'il s'énerve quand même souvent, et que Romy prend sa défense en disant à Sauté, si tu lui parles encore comme ça, je quitte le plateau. Et Huppert raconte qu'elle a toujours été extrêmement bienveillante et tout. Et elle dit c'était mon premier contact avec une vraie star et ça m'a donné une très belle image du métier. De la même façon qu'avec Jane Birkin pendant le tournage de La Piscine, il y avait vraiment, il y avait du mec quoi. Et Jane Birkin était avec son bébé et donc elle l'a prise vraiment sous sa coupe et elle en a pris soin. Ça fait aussi partie du personnage de Romy Schneider. Alors, s'il y a des questions dans la salle,
N'hésitez pas. Alors, est-ce que j'ai des questions autres que le Caravage? C'est toujours la ça, première qui question. est difficile. Non, j'ai toujours la question du Caravage. Mais pose-la, on sait jamais. Non. Je l'ai pas Non, encore vu, moi j'ai mais- une question. Alors, sur le côté, pas forcément sombre, mais difficile de Romy Schneider, il y a cette expression qui revient, donc qui vient de Visconti, si j'ai bien compris, du spleen germanique. Mais Alors, sa- comment vous appréhendez tous les deux ce sauter- spleen? Sauté le dit aussi. Hein. Oui. Sauté, il dit elle était lumineuse et tout, mais elle avait une fascination pour l'ombre, pour le drame, et il disait c'est son côté germanique. Oui. Lucie? Bah, après, il y a un petit peu d'antécédent quand même. Enfin, elle vient pas de nulle part. L'histoire est compliquée. Oui, Donc c'est pas. Enfin, si c'est germanique dans tous les sens dans tous les sens du du terme. terme. Non, mais il y a eu un héritage du romantisme allemand aussi. Oui. Voilà. Mais Oui, elle a quand même une mais je pense maman pas qui y avait a pas de été proche d'Hitler quand même. ouais, je pense qu'il n'y avait pas de complaisance en fait là-dedans. Même Ouais. si elle dit on monte très haut, on redescend sans raison, etc. Et qu'elle essaie de le mettre à distance. J'ai pas l'impression qu'elle l'entretenait. Non, je crois pas. Alors, première question, est-ce que M. Lavoignat a rencontré Romy Schneider? Alors, je l'ai croisé, mais je l'ai jamais interviewé. Mais c'est vraiment très anecdotique. Je l'ai croisé dans des manifestations officielles, genre César, Festival de Cannes, 2-3 fois. Mais c'est vraiment très, très anecdotique. Je suis étudiant journaliste, j'arrive de province, et se crée à ce moment-là à Paris le Festival de Paris, au Palais de Chaillot, créé par Jack Lang. Et le film d'ouverture, c'est Salaud de Pasolini, dont la projection est assez attendue, sulfureuse, puisque Pasolini s'est fait assassiner quelques mois plus tôt. Autant dire qu'il y a beaucoup de monde. Je ne sais plus du tout comment, j'ai une place pour y aller. Voilà, je ne sais plus. Et je suis dans la file, et devant moi, il y a 2 femmes qui parlent, auxquelles je ne fais pas attention. Et puis tout d'un coup, il y a un éclat de rire. Donc ça fait ding, et je regarde, et c'était Romy Schneider et Ursula Andress. Et je me dis, génial, Paris, on va au cinéma, on tombe sur Romy Schneider et Ursula Andress. Je n'ai bien évidemment pas osé leur parler, ni rien leur dire, mais voilà ma première rencontre avec Romy Schneider. Voilà. Alors peut-être il y a des personnes dans la salle qui ont connu Romy Schneider et qui peuvent nous en parler, on ne sait jamais. Oui, non? Je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle, c'est pour ça que je pose la question. Il va pas vouloir parler. Il va pas vouloir. Non? Le micro? Bon, il fait signe que non. Donc, bon, dommage. En plus, je l'avais invité exprès, mais bon. Non, mais il a travaillé avec elle au moins sur une histoire simple. Alors, une autre question. Bonjour, pourquoi une femme à sa fenêtre est peu citée et montrée? Que pensez-vous de ce film que j'aime? Merci, c'est une question de Christine. C'est un très beau film, effectivement. Il a fallu, même si 90 minutes, 100 minutes même, c'est long, il a fallu évidemment faire des choix, essayer d'avancer dans la narration. Et c'est compliqué, en fait, de raconter, de construire une vie. C'est passionnant, hein, j'adore ça, mais construire une vie et raconter la création qui avance en même temps, sans piétinement. Et par exemple, Le Train, elle a une grande histoire d'amour avec Trintignant pendant Le Train, mais vraiment une histoire très très importante. Et c'est pas dit dans le film. Et c'est pas dit dans le film parce que à un moment c'était dit dans le film, dans une version, et puis on continue, et puis le train revient pour parler de l'Allemagne, et donc on piétinait en fait, et donc on est confronté à ce genre d'enjeux narratifs, et on est donc obligé de faire des choix. Des questions de durée, de durée et surtout oui, de construction. De construction. Voilà. En plus, c'est un film qui a pas beaucoup marché, qui n'a pas eu d'écho inoubliable, et que le Train est vraiment un autre film de Granier de Fer, et plus fort qu'une femme à sa fenêtre, en fait. C'est pas un immense film.
Et le train, pour moi, de façon personnelle, ça a été, je l'ai vu, je devais avoir 8 ou 9 ans. Il faut savoir que ma mère avait une passion pour Romy Schneider et que j'allais voir tous les films. Ah oui. Ah mais La mort en direct, je l'ai vu au cinéma. J'avais 8 ans, quoi. J'en suis sortie comme une loque, vous pouvez imaginer. Je crois que je vais m'en aller, là. Parce que moi, j'avais plus 8 ans depuis longtemps. Et non, mais tu t'imagines, quoi. C'était sûr. terrible. 8 ans, mais... Et c'est moi qui ai annoncé à ma mère la mort de Romy Schneider. Ah oui. Et ça a été une semaine de deuil à la maison, quoi. Elle a été dévastée. Mais le train... 8 ans, c'est un peu jeune pour aller voir... Ah oui, oui, un petit peu, oui. Ah, mais vraiment. La mort en direct, mais le train, je l'ai vu à la télé, c'était diffusé. Et ça m'a bouleversée. Je me suis dit, la vie, ça va être compliqué, mais ça va être vraiment intéressant, quoi. Mais vraiment, c'est un film qui m'a... Et je l'ai revu, je ne l'avais pas vu, en fait, et je l'ai revu là, pour le film. Et ça m'a fait le même effet. Mais le train... Quand on parle du jeu d'actrice de Romy Schneider, alors forcément, on voit toujours, et la scène est magnifique, de l'important c'est d'aimer, mais la subtilité de son jeu dans le train, c'est incroyable. Comment ça passe par un regard, un petit sourire esquissé, c'est incroyable, la subtilité de son jeu et la richesse de son jeu. Et je pense aussi que ce qu'ils vivaient, eux, rejaillit sur l'écran, bien sûr. forcément. Quoi. Et un peu pareil avec Dutronc sur l'important c'est d'aimer, où elle a une relation pareille, assez fusionnelle et passionnelle avec Dutronc, alors sans doute moins accomplie qu'avec Trintignant, mais avec Dutronc, c'est ce qui fait aujourd'hui que l'important c'est d'aimer est encore un beau film, parce que toutes les scènes entre Dutronc et Romy Schneider sont magnifiques. Le reste a quand même pas mal vieilli quand on revoit le film aujourd'hui. Mais toutes ces scènes entre eux, il y a un truc magique, quoi. Magique. Et Trintignant, peu de temps avant sa mort, parlait de Romy au présent. Ah oui. Et il a dit à propos du train, enfin de leur aventure à ce moment-là, il a dit « Je me suis conduit comme un imbécile ». Il y a trop tard. Le livre, Nadine Trintignant a écrit l'été dernier, je crois, un énième livre sur Jean-Louis Trintignant, avec qui elle était au moment du train. Et donc forcément, elle a bien compris l'histoire importante qui se passait entre Trintignant et Romy Schneider. Et Trintignant lui dit, il y a le dîner de fin de film, tu viens, c'est à l'Orangerie chez Brialy. Et il dit, mais tu vas peut-être pas venir alors. Et elle dit, si, je vais venir. Et elle raconte qu'elle dit, s'il se met pas à côté de moi, je m'en vais. Et il se met à côté d'elle. Et après, c'est Romy qui vient voir Nadine Trintignant. Et du coup, Trintignant les rejoint. Et en rentrant, il dit à Nadine Trintignant, c'était bien tous les trois. Il aurait pu jouer dans César et Rosalie, en fait. Ouais. Mais c'est lui qui aurait joué Rosalie. Alors, on va devoir bientôt, évidemment, terminer. Alors, justement, c'est quand même quelque chose qui revient dans la vie de Romy Schneider. C'est des relations passionnelles avec certains de ses partenaires. Alain Delon, Jean-Louis Trintignant, etc. Et finalement, une des difficultés de votre livre, c'est de définir la relation passionnelle entre Claude Sautet et Romy Schneider, qui, si on comprend bien, n'est pas une relation amoureuse, en tout cas pas telle qu'on l'entend habituellement. Je pense qu'elle l'a été. Je pense qu'elle l'a été au début. C'est pas écrit dans le livre. Si, c'est ce que je dis quand même. Ah bon, d'accord. Je dis ils sont aimés forcément. Il y a même, j'ai retrouvé une interview de Graziella Sautet, la femme de Sautet, qui a un phare dans la vie de Sautet, qui est tout le temps là, qui est sa première lectrice, sa conseillère, c'est celle qui le rassure quand il doute, elle sera là du premier au dernier jour. Et à un moment donné, elle lui dit non, mais tu vois, tes premiers films, il n'y a que des hommes, tout ça, tu as un problème avec les femmes, t'as qu'à coucher avec elle, ça simplifiera les choses. Donc on ne sait pas s'il a suivi son conseil ou non. Moi, en tout cas, je pense qu'il y a une vraie relation amoureuse au début, mais qu'ils ont, chacun ayant leur vie, ils l'ont sublimé. Et j'ai trouvé dans un roman de Régis Varnier qu'il a sorti l'été dernier, qui s'appelle La dernière vie de Julia B, qui est l'histoire d'une actrice, inspirée de celle qu'il a connue, bien sûr. Il raconte l'anecdote de cette actrice de fiction qui voudrait avoir une histoire d'amour avec le metteur en scène, mais ça ne se fait pas. Et elle dit, ce qu'on ne s'est pas donné dans la vie,
on se les donnait dans les films. Et j'ai repris cette phrase-là parce que je pense que c'est exactement ça, la relation de Sauté et de Schneider. Je pense qu'ils ont été amoureux et que c'était pas possible. Et qu'en même temps, voilà, ils l'ont donné. C'est à travers les films C'est à qu'ils ont travers vécu les leur films, histoire. voilà. Vas-y, Non, Lucie. donc j'ai fait un film sur Annie Lennox, la chanteuse de Eurythmics, qui va passer demain. Et Dave Stewart, qui est l'autre du groupe Eurythmics, à un moment donné dit, ils sont plus ensemble depuis très longtemps à ce moment-là, et il dit vivre avec Annie Lennox, c'est vivre 5000 émotions par seconde. Pas besoin que ce soit sexuel pour que ce soit passionné. Bon, on va regarder le film demain soir. J'ai pas dit ça pour ça. Hein. Oui, C'était juste... mais on peut le regarder, évidemment. Merci beaucoup de votre attention. Merci à nos deux invités. Merci à vous. Merci à vous. Voilà. Et bravo pour le documentaire. Oui, bravo pour Franchement, ton livre. Depuis toutes ces années, c'est le premier que je vois avec beaucoup de bonheur.